on m'a dit qu'il fallait que je prenne un micro et que je le tienne bien le plus près. Voilà. Oui, bon, moi je suis très heureux de venir intervenir devant vous. Oui, j'ai passé 40 années au ministère des Armées, une vingtaine dans la marine, une quinzaine à la mer, à l'intérieur de ces vingtaines, et une vingtaine dans le numérique où j'ai la chance d'avoir une double culture, puisque j'ai été DSI de la Marine nationale, et puis mes 3 dernières années d'activité, j'ai créé la direction générale du numérique du ministère. DSI Group inspiré de l'organisation du Crédit Agricole, mais aussi architecte, chef d'orchestre de la transformation numérique. Donc après, et puis donc partage des données, lean management, tous ces trucs-là. Et puis avant, j'ai passé une dizaine d'années à créer, puisque j'étais officier de projet de la cyberdéfense du ministère des Armées, donc créer le modèle de cyberdéfense du ministère des Armées. Quand je dis ministère des Armées, j'inclus la DGSE. Et puis j'ai pris le commandement en 2011 de la cyber militaire et je l'ai rendu en 2017. Donc je viens témoigner de mon expérience, en sachant que je suis très heureux d'être retraité aujourd'hui et président d'une association qui s'appelle le Pôle d'Excellence Cyber, qui est très lié au ministère des Armées. On est sur une cybersécurité très régalienne. Régalienne, ça veut dire qui répond aux besoins du cœur de l'État, qui répond aux besoins des services, qui répond aux besoins des OIV, mais qui est dans une dimension européenne, parce que le marché français ne suffit pas, et qu'il faut aider à créer des champions de la base industrielle pour être capable d'offrir une alternative en cyberdéfense et pas aller acheter du Palo Alto, du Cisco ou d'autres, puisque tout à l'heure on a parlé des données, mais je vais être un petit peu le trouble fait. Le cadre juridique des données est quelque chose qui est extrêmement important, beaucoup plus que savoir si la donnée est en France ou pas. Une donnée en France, c'est AWS, c'est comme si elle était aux États-Unis, donc pas se faire diluer au cerveau, c'est assez clair. Le tout, c'est le savoir. Et de savoir, puis prendre ensuite ces décisions qui regardent les COMEX des entreprises en fonction de cette fragilité juridique, grave ou pas grave, au DSI et avec leur COMEX, de le dire et de le choisir. Donc votre métier de DSI, pour moi, il devient de plus en plus compliqué. Tout d'abord, tout à l'heure, on a dit que c'était la tour de contrôle du SI avec la technologie, oui, mais sauf que le jeu géopolitique s'est réinvité depuis quasiment 2015-2018 dans le cercle. On s'y attendait pas. Et puis le jeu politique, il a accéléré puisque les États-Unis semblent tourner le dos à l'Europe. C'est pas l'Europe qui tourne le dos aux États-Unis, c'est les États-Unis qui ont décidé de tourner le dos à l'Europe. Et cette espèce de décision est quand même extrêmement surprenante, déstabilisante. Pour moi, je suis passé sur une radio, demander qu'est-ce que c'était pour moi. C'était un peu une stupéfaction. Le même type de stupéfaction que j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Une première fois à 3h40, avant le déclenchement de la guerre du Golfe, quand on voit sur le message des Américains, la guerre est déclarée, bonne chasse. On est en 91. La guerre, voilà, donc ça secoue. 3h40 du matin, c'était en 80, je m'en souviens encore. La deuxième fois, c'était que j'étais à l'état-major de la marine, et c'est les Twin Towers, les 2 tours qui sont, où on comprend à un instant que le monde est un peu en train de changer. Quand on écoute Trump qui dit on va faire payer tout le monde, on se retourne, Poutine est un copain, et qui du jour au lendemain arrête les opérations offensives menées par le Cybercom contre l'Ukraine, qui de fait ouvre un signal à la Poutine pour se faire l'Ukraine cyber, oui, mais ouvrir la boîte pour aller déstabiliser l'Europe, c'est ça que ça veut dire aussi derrière, c'est ça la menace. Donc on est dans une deuxième période de stupéfaction. Et puis ce monde, je témoignais, c'est ce monde, faut l'adresser globalement, puisque c'est un monde où la menace, et c'est un monde qui est devenu un monde de confrontation entre les différentes nations. On avait toujours vu les affaires, les aspects technologiques, les aspects de traitement des données, et puis aujourd'hui on voit que ce monde rejoint le monde des perceptions, et que les opérations dans l'espace cyber, c'est des opérations combinées qui allient des actions dans le monde des perceptions et des actions dans le monde réel, et c'est combiné. Une action très claire, 2015, TV5 en France. TV5, c'est une attaque très pointu, très bien maîtrisé sur le système de production de TV5. Ils auraient pu tout détruire, non, ils sont allés jusqu'à un certain niveau. Et puis après, c'était soi-disant, on a piqué les données de militaires français. Je m'appelle Cybercalifate. Cybercalifate est un groupe qui n'a jamais été dans la mouvance Daesh, mais plutôt dans la mouvance syrienne, et qui avait attaqué des entités américaines. Et quant aux données des militaires français qui ont été montrées, plus de 50 mégas, ça devait sortir de Pôle emploi ou d'un conseil, voilà. Donc typiquement un signal très clair 2015 à l'État français. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de bâtir toutes ces capacités.
Donc j'ai eu la chance de prendre un état-major en 2011 où j'avais 3 personnes dans mon état-major, moins de 100, à peu près 70 personnes sur l'ensemble du ministère sur les spécialités les plus sensibles. Quand j'ai quitté, j'avais 2500 personnes sous mon autorité et 70 personnes dans mon état-major. On avait fait les premières opérations offensives en sortant, on a accompagné la sortie d'Irak et on était en pleine guerre contre Daesh. Bon, plus 2017, parce que 2017 il avait évacué un certain nombre de choses, mais en guerre informationnelle contre Daesh. Voilà, où on met les opérations. Voilà. Donc c'est ça qu'on a vécu. Pendant toute cette période 2010-2017, l'État n'a pas rien fait. Je pense qu'on pour une fois, on peut être fier de la réaction de l'État français. L'État en 2009 a créé l'ANSSI, qui a monté un certain nombre de cadres juridiques pour s'intéresser aux cadres juridiques des OIV, les obligeant à avoir des structures de gestion de crise, les obligeant à avoir des vraies vérifications, des vraies structures de gestion de crise, des recours des partenaires certifiés, et ainsi de suite. Et puis après, on a vu arriver tout ce qui est le post-Covid, avec l'État qui a lancé son plan de relance, après le plan 2030, les réseaux des campus à travers le monde, la montée d'ACIMA, la gendarmerie qui a commencé à mettre en place une force cyber qui est là pour aider. Je pense que quand on est une PME, bah, le premier réflexe, c'est d'aller voir soit la gendarmerie, soit aller voir les forces de police judiciaire selon l'endroit où vous êtes. Et puis, si vous êtes une PME qui est quand même très proche de sujets sensibles, avec une R&D très importante, bah, faut aller voir les correspondants régionaux de la DGSI ou de la DRSD, puisque si vous êtes soumis à la cybercriminalité, vous êtes soumis aussi aux affaires d'espionnage, et l'espionnage, ce n'est pas les gendarmes. L'espionnage, c'est la DGSI, c'est la DRSD, et les expertises pointues, c'est l'ANSSI. Dans le cœur de la défense française, vous avez la truc qui s'appelle le C4, qui coopère sur le plus profond, le cœur, le noyau, l'offensif. C'est le ComCyber, c'est la DGSI, c'est la DGSE, c'est l'ANSSI qui les accompagne, et l'Arsenal, c'est la DGA, la Direction Générale pour l'Armement, avec principalement ses infrastructures basées à Bru en Bretagne. Donc l'État n'a pas rien fait, mais l'État a traité le haut. Elle a traité les grandes entreprises. Et quand on regarde ce qui a été fait sur les PME, pas grand-chose, parce que ça a manqué le relais. Donc les relais, ça arrive par les CERT régionaux, ça arrive par ACIMA, ça arrive par toutes ces démarches, ça arrive par les démarches de vos confédérations comme la CGPME et ainsi de suite. Et surtout, ça arrive par la réglementation qui se met en place, qui tourne autour de DORA et NIS 2, dont la loi a dû être votée hier au Sénat, et qui va apporter un certain nombre de contraintes du même ordre de complexité pour vous que RGPD était probablement. Voilà, puis après, il y a toutes les réflexions autour des supply chains. Ça veut dire que beaucoup d'endroits, vous serez en droit aujourd'hui, dans vos fournisseurs, à leur demander qu'ils montent un peu plus patte blanche dans les produits qu'ils vous donnent. Le contexte cyber, je vais revenir un petit peu dessus, parce que ça, c'est pas sorti du chapeau. En gros, la cyber, un élément marquant, 95, l'Internet se déploie partout dans le monde, renverse le monde des télécoms avec les normes X25, X400 pour les plus anciens. Donc un monde très, très organisé par le haut, par les opérateurs télécoms. Donc là, on passe sur l'Internet, tout est balayé, et finalement, on définit des normes pour que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde. Et à partir des années 2000, toutes les armées du monde ont commencé à conceptualiser comment ce nouveau champ pouvait être un champ de combat, un champ de confrontation stratégique. Les premiers, les plus en avant, c'était les Russes, avec les Chinois avec des concepts de guerre totale, les États-Unis, bien sûr, et puis derrière, les premiers écrits en France, on a dû les faire vers les années 2003 dans les côtés militaires français, l'OTAN en 2000. Mais vraiment, il a fallu attendre 2010 pour que ça se réalise. L'intérêt, ou pas l'intérêt, c'est que c'est un domaine qui est gris, donc on peut agir, on peut mener une guerre cyber contre un autre État, d'ailleurs c'est ce qui se passe, en restant en dessous d'un espèce de seuil d'emploi de la violence qui fait que on va commencer par déstabiliser un État, on va faire perdre confiance dans les institutions, on va raconter n'importe quoi, ou on va utiliser les divergences internes pour casser la cohésion d'un État. C'est ce qu'on voit avec les ingérences russes aujourd'hui, ou d'autres choses. Il n'y a pas que les Russes qui nous en veulent. Vous avez les Iraniens, vous avez les Algériens, vous avez les Turcs. Voilà, donc chaque nation défend par des groupuscules des intérêts, et particulièrement les Russes sont extrêmement forts. Donc c'est quelque chose de gris, c'est quelque chose où on n'agit pas à distance, c'est quelque chose où c'est proliférant. Un malware utilisé par des attaquants devient le bien commun de l'ensemble des malwares. Regardez les déclarations Snowden, tout ce que Snowden a dénoncé, tous les outils de la NSA qui ont été montrés, vous les retrouvez ensuite dans des tas d'attaques. Quand vous prenez l'attaque
Bon, je ne sais plus, l'attaque contre l'Iran, Stuxnet, bah, l'ensemble des outils Stuxnet ont été décortiqués. Stuxnet, c'est intéressant, c'est une vraie opération. Pour moi, c'est missile de croisière. Cyber, Stuxnet, le logiciel a du côté 2 millions d'euros. L'opération globale, on est dans les 300 millions de dollars. Donc, ça vous donne le ratio, qui vous montre que, vous voyez, on utilise l'arme cyber. Dans l'arme cyber, vous avez une munition, vous avez une balle. Bah, la balle, c'est le hacker, c'est le dernier. Et puis, vous avez tout derrière l'environnement, et c'est l'environnement qui est compliqué parce qu'il faut faire le renseignement, il faut faire de la stratégie, il faut être sur l'effet à l'endroit voulu. Donc, c'est mener des vraies opérations. Et le cyber, bah, ça sert quand même pour faire des effets dans le monde réel. Parce que l'homme vit dans le monde réel, les effets démarrent dans le virtuel, mais ça peut être des entreprises qui mettent la clé sous la porte, ça peut être des hôpitaux qui s'arrêtent, ça peut être des rançons, ça peut être, au retour d'un moment, des morts. L'autre intérêt, c'est que l'ONU et l'OTAN ont reconnu qu'une attaque cyber qui provoquerait les mêmes effets qu'une attaque physique serait un acte de guerre au sens, donc permettrait d'activer les articles. Donc, justement, pas être idiot. Donc la cyber, on l'utilise en phase de crise en amont pour mettre en place tout ce qu'il faut pour déstabiliser un ennemi. Et l'idéal de l'art de la guerre, c'est gagner sans combattre. Sun Tzu avait déjà conceptualisé ça dès les années 500. Voilà, bah là, qu'est-ce que l'on peut faire face à tout ce monde? D'abord, la coopération internationale, dès qu'on est dans le sens du juridique, bah, c'est compliqué. C'est très compliqué, et il n'y a pas eu beaucoup d'avancées dans les trucs qui s'appellent la Convention de Budapest, même si de temps en temps Europol ou Interpol dit ouais, c'est super, on a démantelé. Ça oublie tout le monde complet d'attaques à côté qui sont restés impunis et dans lesquels il n'y a pas grand-chose. Donc c'est quelque chose qui est encore très très dérégulé, ce qui fait que Guillaume Poupard disait il n'y a pas encore très longtemps, on est face à une espèce de Far West. Donc vous serez tous, vous êtes tous été déjà attaqués, pour moi vous serez tous attaqués. Et si vous n'êtes pas attaqués, c'est que vous avez une SIEM qui ne vaut pas un clou et que votre RSSI vous raconte des rases. Ce n'est pas normal aujourd'hui, malheureusement, de ne pas avoir des traces d'attaque, de ne pas avoir ramassé des trucs. Puis vos RSSI, s'ils sont trop sûrs d'eux, conseillez-leur d'aller faire un autre métier. Un RSSI qui est sûr de lui, qui vous raconte qu'il n'y a pas de risque. Moi, ça m'a appris le numérique, il faut être extrêmement modeste. Il y a des surprises, ça va très vite. Le mec qui vous dit je comprends tout, voilà, bon, voilà. Donc vous serez tous attaqués. Pour moi, entrer dans un système, c'est pas le plus compliqué. Ce qui est le plus compliqué après, c'est s'y déplacer, obtenir les faits, observer. Voilà, entrer dans le système. Donc c'est pour ça qu'il faut développer des capacités de chasse interne pour aller trouver les traces qui vous disent, il y a un truc bizarre là. C'est bizarre ça. Bon, je vais les fouiller, je vais les regarder. Bon, c'est sûr que vous avez du CryptoLocker que tout le monde connaît. C'est du bas de gamme, ça. Normalement, avec des automatismes à base d'IA automatisés type des EDR, vous avez là, ça vous en débarrasser. C'est les trucs vicieux qu'il faut aller voir, celles que vous découvrez au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. C'est ces trucs-là. Et ça, il faut trouver des indices qui remontent. La chasse au cyber, c'est un peu comme la lutte anti-sous-marin. Vous avez des sous-marins qui se cachent derrière les bancs de crevettes. Il faut arriver à les faire bouger pour qu'ils fassent du bruit. Voilà. Et quand vous rentrez dans un réseau, vous allez essayer d'usurper les droits des administrateurs. Donc c'est votre première population après les individus, après vos employés, c'est la première catégorie. Donc, premier réflexe, si vous voulez savoir demain, quand vous rentrez, vous demandez combien d'administrateurs j'ai. Si on vous dit 300, 500, 3000, moi, je vous dis 3000, j'étais des ministère des Armées. Donc, c'est pas normal, quoi. Il y a un chiffre clé, voilà. Puis c'est comme des gens qu'il faut absolument surveiller. Donc, de la chasse interne. Deuxième temps, élément important, c'est que le temps de l'analyse d'une attaque n'est pas le temps de la réponse. Vous avez une attaque. Vous avez un réseau qui tombe, il tombe. Est-ce une attaque? Est-ce une panne? Ça demande du temps. Et si c'est une vraie attaque vicieuse, vous devez comprendre comment l'attaquant, où est l'attaquant, comment il se cache. C'est pas parce que vous redémarrez qu'il est parti. Donc typiquement sur l'affaire Areva en 2010, une attaque chinoise en 4 mois, 10 ingénieurs de l'ANSSI pendant plus de 4 mois. Donc des ingénieurs bac plus 10 pendant 4 mois. Donc vous imaginez le coût et le type d'entreprise spécialisée qu'il faut aller chercher quand vous êtes dans une attaque sophistiquée d'un service. Voilà. Et le coût pour refaire leur réseau, on estimait que c'était 3 années d'investissement dans le SOC IT pour refaire un réseau totalement corrompu. Voilà. Donc ça vaut le coup de mettre un petit peu plus d'argent dans la cybersécurité. Tout ça derrière, on va être attaqué, il faut se préparer.
faut se préparer, faut se préparer à la gestion de crise, faut faire des exercices. Bon, il y a un très bon guide de l'ANSSI qui est sorti. Se préparer et faire des exercices, pour moi, ça avait une vertu vertueuse, justement. C'est parce qu'on force son échelon de commandement, votre COMEX, à réfléchir. C'est pas forcément de faire besoin de faire des exercices d'attaque technique, simplement le forcer à se mettre autour d'une table. Je perds tel système d'information. C'est quoi les conséquences dans le monde réel? Qui est-ce qui va communiquer? Qu'est-ce que l'on fait? Comment on rassure notre personnel? Parce qu'une attaque informatique, c'est très rigolo. Pendant 48 heures, tout le monde s'arrête, on va à la pêche. Quand ça dure une semaine, quand ça dure 3 semaines, et qu'il faut, je prends la ville de Marseille, stocker les cadavres parce qu'on n'est plus capable de faire des certificats d'inhumation, qu'on n'a plus. Donc les conséquences sont très vite très réelles. Donc ça, si vous voyez, ça se prépare. Ça permet de vous dire votre COMEX. Attention, puis derrière, quand quelqu'un qui m'attaque, c'est quelqu'un qui m'a observé, c'est quelqu'un qui me veut du mal, et c'est pas une panne, c'est différent, c'est autre chose. Voilà, et puis après, il y a l'autre partie de la crise, qui est de se roder vos équipes, de roder les relations avec les différentes directions de votre entité. Le début d'une attaque, quand on n'a pas préparé, on est inondé d'informations qui remontent de différents endroits, et on perd, j'en sais rien, 24, 72 heures, à structurer l'information, à structurer les échanges, à formaliser des checklists. C'est très con, hein, c'est du bon sens. Gestion de crise, c'est avant tout du bon sens, du réseau, des partenaires dans l'entreprise que l'on connaît, et sur les choses. Donc tout ça, ça se prépare en amont. Ça se prépare en amont. Moi, je ne vais pas vous raconter les crises qu'on a vécues au ministère des Armées en début 2015, où moi j'avais des gens qui couchaient dans les couloirs, et puis la façon dont on était débordé de flux d'informations qui remontaient de tous les services, qui nous disaient, il y a une trace, il y a un truc, un machin, là. Bon, grave, pas grave, ou là, voilà. Et puis après, bon, quand vous êت un ministère, vous vous rendez compte à Beauvau, vous vous rendez compte à d'autres. Voilà, donc tout ça, ça se prépare. Vous avez face à vous une sorte de Far West dopé à l'innovation technologique. Et puis, si quelqu'un veut se renseigner sur vous, aujourd'hui, avec tout ce qu'on appelle en jargon l'osine, l'open source, les réseaux sociaux, c'est très facile de faire des choses que des cabinets mettaient beaucoup de temps à faire. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi on en est arrivé là. J'ai dit 2000, tout le monde en réfléchit. Et puis 2007, vous avez une affaire en Estonie. L'Estonie attaquée pendant 3 jours, les systèmes bancaires bien perturbés. Et prise de conscience, 2008, c'est la Russie en Géorgie. Des attaques assez importantes en marge des G20 en France, en Allemagne dès 2010. Des dialogues sur l'espionnage chinois extrêmement tendus entre Obama et les Chinois qui ont bien même été maîtres même faire des recherches sur des colonels de l'armée chinoise en leur disant 10 000 $ de prime si vous me trouvez celui-là. Bon, ils s'en foutent, tout il était en Chine. Voilà, Aramco 2013, le producteur de pétrole saoudien qui pendant plus de 3 mois est revenu au fax. Voilà, Stuxnet, j'en ai parlé en 2010. 2013, intéressant, Snowden. Snowden, tout le monde sait ce qu'il a révélé. Et il est apparu à Moscou. Intéressant. Et jusqu'en 2013, on entendait assez peu les Russes sur la scène internationale de la cyber, mais à partir de 2013, on les a beaucoup entendus. Et c'est à partir de ce moment-là que... voilà. 2014, c'est la propagande de Daesh. Une espèce de propagande mortifère conceptualisée dès 2009 dans les montagnes d'Afghanistan et qui explique comment utiliser la théorie du chaos dans l'espace numérique pour à la fois terroriser les combattants, récupérer des subsides et allumer que l'on a appelé des loups solitaires en Occident pour les provoquer le passage à l'acte. Loups qui n'étaient pas si solitaires que ça, puisqu'ils étaient animés, téléguidés, conditionné à distance, et puis un jour le mec ayant un petit souci, il rentre, il va égorger son patron, ou il a fait une nuit de bringue, et il est poursuivi par les flics, il se rappelle qu'il est musulman et que du coup il finit à l'aéroport d'Orly et il essaye de tuer une dizaine de personnes. Voilà, donc des gens qui tous finalement ne sont pas des vrais terroristes, ils ne sont pas non plus de vrais musulmans parce que la culture musulmane de ces gens était assez limitée, mais qui avaient des faiblesses, des faiblesses psychologiques exploitables par cette propagande qui était absolument lancinante. En parallèle de tout ça, le monde numérique a évolué. On est passé à la transformation numérique, puisqu'on a de plus en plus parlé de données, la donnée l'or noir qu'on confie, voilà.
Et la donnée est au centre, celui qui la maîtrise crée de la valeur, le time to market, les marketplaces extraordinaires de nos partenaires américains, Big Data, le cloud, les data, la puissance de calcul, puis pour surtout l'arrivée de l'IA et de l'IA générative très récemment. Derrière, à parler de tout ça, de tout ce qui est très intéressant, qui est votre quotidien, qui est la technologie, on a commencé à voir les empires numériques qui commencent à se frictionner depuis 2010. Et puis derrière, le droit commence à devenir un outil d'ingérence. Donc il y a l'attaque informatique, il y a l'intelligence économique, mais pour prendre la maîtrise de l'espace numérique, le droit. Et particulièrement le droit américain était extraterritorial quasiment depuis tout le 2001, et tout ce qui était fait contre l'antiterrorisme extraterritorial devient de plus en plus utilisable dans la guerre économique, qui est restée sous un certain seuil pendant un temps. Vous avez des très bons bouquins, notamment vous avez l'école de guerre économique qui a fait des très bonnes études. Bon, en tant que ça se pétrait, vous aviez des taxes, mais la BNP a payé très très cher. Les Allemands payaient très très cher. Les Allemands ont considéré, oui, c'est un impôt supplémentaire, mais ça permet de faire du business. Bon, voilà, on paye un peu un impôt, on en paye plein à notre État, ok, on en paye un autre. Ça n'empêche pas de faire du business et de marcher ensemble. Donc toutes ces choses-là commençaient à arriver. Et c'est à partir de là qu'on peut se demander, quelle est la relation que l'on a, et je vais un petit peu plus le développer dans la suite, parce que c'est quelque chose qui est, comme de genre, je veux dire, assez prégnant, je pense, de plus en plus dans vos métiers. Et du coup, à travers la donnée, à travers cette relation-là vers le cloud, se repense aussi tout le problématique de résilience cyber, de restauration des données, de savoir où sont mes données, quel cadre juridique, comment je peux en disposer, où sont mes sauvegardes, est-ce que j'ai des sauvegardes à chaude, est-ce que j'ai des sauvegardes à froide, est-ce que dans le multi-cloud, il est raisonnable d'avoir des données chez le même opérateur pour tout, est-ce que dans mes données, j'ai pas besoin de réfléchir à toutes ces choses-là. Et puis la relation US. La relation US, c'est intéressante parce que, on a parlé de transformation numérique, et le sujet de la souveraineté numérique a réapparu par le haut à partir de 2008 comme un sujet politique. Donc c'est les députés, c'est les rapports du Sénat et ces rapports des députés qui ont sonné les termes d'alarme en disant attention. La dernière fois qu'on avait parlé de choses un peu sérieuses sur le risque des Américains, il faut remonter au rapport 76 sur l'informatisation de la société française, qui est intéressant. Il faut rechercher-le sur Internet, lisez-le. En gros, tous les risques ont été identifiés, la donnée, les puits de données, la télématique, tous ces machins-là. Et puis, force de constater que depuis 76, tout a été raté, ce qui explique notre situation de dépendance énorme, dépendance très préoccupante que l'on a aujourd'hui. Donc 2015, quand on a parlé de 2018, 2025, cette période-là, la souveraineté numérique, c'était quand même avant tout un problème d'une affaire économique. Et puis, le monde, la géopolitique, c'est intégré. Heureusement, en France, on a lancé pas mal d'initiatives qui sont des amorces. Vous avez eu France 2030 qui essaie de pousser des start-up, de pousser de la technologie, mais qui n'a pas traité le côté infrastructure. Parce que faire de la technologie, créer du mode SaaS sur une infrastructure AWS, la souveraineté, elle n'y est pas vraiment. Comme aujourd'hui, Doctolib mort de rire. Donc Doctolib vous dit, mes données, ouais, c'est super, elles sont chez AWS, mais elles sont chiffrées. Attends, tu rigoles. Elles vont être chiffrées 10 minutes, la NSA, elle te les déchiffre, ou comme quoi. Voilà, mais donc pour ça, AWS, il semble que Doctolib, aujourd'hui, soit en train d'essayer de regarder, de revenir sur Sens, sur d'autres choses. Mais voilà, c'est ces choses-là qui doivent être pensées. L'ANSSI avec le Secnum Cloud, ce qui est intéressant, le Secnum Cloud français est assez puissant, mais quand on a voulu le vendre à l'Europe, à l'ENISA, le lobbying des GAFA qui sont extrêmement puissants à Bruxelles, à l'OTAN, ont fait une version détarée. Quand on parle de souveraineté numérique dans la KIAX avec les camarades allemands, nous, c'est une souveraineté territoriale française dans le cœur du... la souveraineté, c'est je peux changer, je mets des normes pour pouvoir changer de clouder. Donc on est sur deux approches différentes. Tout ça, aujourd'hui, c'est en train de changer. Donc la loi SRN, qui est la loi sur la résilience qui est passée, qui impose notamment que les données de santé soient hébergées en France, donc le Health Data Hub,
que l'État ne veut pas... Il n'est pas clair, l'État de Data Hub, qui est piloté par l'État, avec une ingénieure X Télécom un peu très techno. On continue chez Microsoft en expliquant qu'on sortira en 2027, mais bon, ça ne sortira jamais. Alors que les politiques, les lois et ainsi de suite disent l'inverse. Il y a un moment, il faut arrêter cette espèce entre parenthèses, de foutage de gueule. Voilà. Après, bon voilà. Donc toute cette relation, pour l'instant, elle a été faite sans oser repenser le modèle, en se disant bon, on travaille avec nos amis américains parce qu'on a des valeurs communes, parce que même si voilà, on est dans la guerre économique, c'est du business, tout ça, c'est pas très gênant. Voilà. Donc par contre, on voit bien que le numérique, aujourd'hui, dans l'affrontement des États, est toujours quelque chose qui est de plus en plus un terrain de compétition, de contestation, d'affrontement, masqué, un peu vicieux, qu'il faut arriver à décrypter. Et ça raye sous le silence de violence. Donc en France, on a eu l'ANSSI, et de plus en plus, aujourd'hui, on a Viginum, qui est une agence qui regarde les attaques informationnelles qui visent les intérêts de la France. Avec des attaques russes, mais pas que russes, ils font d'excellents rapports où ils démontent toutes ces choses-là. Ça vous montre que ce monde-là, il est global. Maintenant, si on vient sur la rupture, l'arrivée de M. Trump, pour moi, c'est un peu une sorte de sidération, dans le sens qu'on a une rupture à 3 niveaux. Et c'est pas une rupture du fait de l'Europe, c'est pas une rupture du fait de partenaires historiques américains. C'est, je pense, un traumatisme pour l'Europe. C'est une partie de l'Amérique majoritaire aujourd'hui, mais visiblement correspondant à un mouvement de fond assez important, puisqu'il a quand même été élu. Et aujourd'hui, vous voyez, ça fait plusieurs mois qu'il est là. Il y a une opposition qui a beaucoup de mal à exister et à se dire. Et c'est une opposition qui tourne le dos à l'ancien monde. Donc, et cette rupture, elle est à la fois dans la méthode, par rapport à l'administration précédente, même si l'administration précédente, faut absolument maîtriser que l'empire numérique américain reste au centre, et puis faut que nos partenaires restent des partenaires un peu sous domination, qui était très accepté par l'ensemble des États d'Europe et très accepté aussi par l'ensemble des sociétés du CAC 40, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une grande structure, quand même difficile de trouver des alternatives aux suites collaboratives de Microsoft. Mais il y avait comme une différence quand vous achetez de la technologie, d'acheter du Microsoft en technologie quand c'est uniquement du on-premise, vous arrivez à l'empacter, le surveiller, mettre des trucs quand vous confiez vos données. C'est ça qui pose un peu une difficulté. Mais là, une nouvelle méthode, brutalité, surprise, hyperactivité, incertitude, et puis mainmise sur les médias américains contre toute l'opposition. Voilà, ça c'est première rupture. Bon, c'est du Trump, on pourrait se dire, ouais, il nous l'a fait il y a quelques années, il recommence. Deuxième rupture, plus gênante, c'est le ralliement des GAFA, quasiment de l'ensemble de la côte ouest, à part Microsoft qui essaie de résister un peu à cette espèce de nouvelle droite, techno-droite américaine, où on mélange des valeurs idéologiques avec des utopies libertariennes, avec une approche de valeurs très conservative. Et là, c'est un peu quand même une rupture avec derrière Trump des milliardaires de la Silicon Valley, qui utilisent leur système, qui veulent un monde numérique totalement dérégulé, accès à toutes les données, pouvoir faire de l'IA tout ce que l'on veut, arrêtant toutes les initiatives de régulation du net. Et ça va renforcer encore plus cette espèce de notion de Far West et de libérer un espace de liberté et de manœuvre pour ceux qui ont de la puissance de calcul, ceux qui sont en avance et pouvoir faire du bénéfice. Et puis derrière, il y a quand même une vision du monde qui est pas forcément celle que l'on partage. Après, vous auriez pu vous dire, d'accord, Elon Musk, la bourse doit le faire rentrer dans... Voilà. Et puis, troisième rupture, plus étonnante et beaucoup plus déstabilisante, c'est que Trump, quasiment avec sa structure très proche de lui, sans faire appel à des débats parlementaires, sans faire appel à son conseil de sécurité, quasiment rompt les alliances qui étaient en place depuis la fin de la guerre de 40 et qui renvoie même à une stratégie du gros bâton américain du début du XXe siècle. Et là,
Voilà, donc, et puis avec, derrière, un comportement avec la Russie, où on commence à se demander si finalement le Russe n'est pas devenu le meilleur allié, si Poutine ne devient pas quelqu'un de normal, et que derrière, on a ce reversement. Donc ces trois facteurs fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où finalement on peut s'attendre à tout. Hein. Donc ce matin, je crois que c'est 200% sur les frais de douane du champagne. Bon, est-ce qu'il va négocier, est-ce qu'il va pas y aller? Il y a des sujets comme le champagne, je veux dire c'est économique, d'accord. Bon, il va à 200, il va nous transiger à 100, ou voilà. Mais le numérique, le front n'a pas encore évolué. Donc dans ce truc-là, tout peut arriver. Demain, Trump se lève du mauvais pied et vous dit je mets un décret présidentiel que je mettant à disposition de l'administration américaine toutes les données des Européens, des sociétés, des organisations hébergées par les GAFA. C'est quoi les conséquences pour vous? Aujourd'hui, typiquement, si vous avez un différend avec une société américaine en termes de conflit, c'est arrivé à Veit Secure, vous avez un juge qui décide que, voilà, et du coup, l'action du FBI est déclenchée et les données sont accessibles. Vous avez eu quand même un certain nombre d'employés de banques françaises qui avaient tracté le type de leur banque avec des gens en Iran qui ont été poursuivis parce qu'ils utilisaient une adresse mail d'un fournisseur américain, voilà, donc vous avez ce droit et ça donne des pouvoirs quand même assez exorbitants à une administration qui paraît être très certaine. Deuxième chose, si demain le Trump décide de mettre pour des raisons X ou Y sous séquestre les données d'un certain nombre de boîtes françaises qui sont pas gentilles parce que dans telle négociation, elles s'opposent aux intérêts américains. Rappelez-vous l'affaire Alstom et la façon dont M. Pierucci a été traité. C'est un bouquin qui s'appelle Le piège américain. Lisez-le, il est assez intéressant, il est assez éclairant, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc ces données, il est très clair que toutes les données qui sont hébergées en France ou en Europe, c'est un clouder américain, sont sous droit américain. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est facile, mais en l'absence de technologie, en l'absence d'infrastructure, on fait quoi? Parce que le dénoncer, c'est facile, c'est ça qu'il faut arriver peut-être aujourd'hui à réfléchir. Il y a des voies qui commencent avec les clouds de confiance. Elles sont pas encore à l'échelle, puis le cloud de confiance, il a fait du IaaS, surtout un peu de PaaS dans le SaaS, ils sont pas vraiment, on peut pas dire que les marketplaces soient extrêmement importants. C'est probablement à travers de relations, et vous, DSI, c'est vous qui passez in fine les contrats. Même si vous êtes sous influence, même si c'est compliqué à sortir, vous avez quand même un pouvoir. Henri Dagrin, le délégué général du SIGREF, d'ailleurs il est à l'étage du dessus, là, est quand même très inquiet. Les grandes entreprises sont extrêmement inquiets. Il faut parler des autorités de coûts, mais comment on peut réagir, comment on peut faire, comment nous, DSI, on peut essayer de trouver des voies, à la fois en ayant des fronts unis par rapport à ces Américains, leur dire que l'incertitude politique, de toute façon, c'est pas bon pour les affaires, ça n'a jamais été bon. Deuxième chose, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aujourd'hui, là où on le peut, à avoir des systèmes d'information peut-être moins performants? On n'a pas forcément besoin partout d'aller avoir un time to market le plus rapide possible. Il y a dans des choses qui sont dans le cœur de l'entreprise, probablement des choses sur lesquelles il y a une technologie des SI probablement moins performants, moins SaaS, ou peut-être du SaaS français. Voilà, il y a peut-être regarder si dans les DSI, dans des endroits, il n'y a pas une informatique un peu à deux vitesses, parce qu'on ne sortira pas des GAFA comme ça, c'est illusoire. Et puis la sortie des GAFA, ça se fera probablement aussi avec eux sous une forme de relation, mais ce qui veut dire que les DSI doivent plus travailler ensemble, discuter entre vous de voix, de partage. C'est peut-être plus facile quand on est dans une PME, dans une ETI, que quand on est dans un grand groupe comme le Crédit Agricole ou d'autres. Mais en tout cas, c'est des questions qui sont devant nous, devant vous plutôt, parce que moi je suis plus DSI, mais qui ne peuvent être écartées. On peut en penser ce que l'on veut, le monde est en train de changer, et ce monde, il est incertain. Donc les affaires, personne n'aime l'incertain, c'est notre métier de militaire, c'est pour ça qu'on a des gestions de crise dans tous les coins, mais personne n'aime l'incertain, et dans l'incertain, on ne peut pas faire d'hypothèse sur son ennemi. Quelle sera la prochaine décision pour défendre les intérêts de la nation américaine vue par Trump?
Voilà, donc et le champ numérique n'est pas ouvert pour moi encore. Il y a eu des discussions avec la Commission européenne pour durcir, dénoncer les différents accords sur les données, mais ça c'est des broutilles. Quand une fois que l'outil des droits de douane aura été terminé, parce qu'il verra bien que ça arrive à un certain point, la dépendance de l'Europe elle est dans le numérique. Et si on veut prendre les entreprises en otage, on les prend en otage par le numérique et personne n'est prêt du jour au lendemain à arrêter l'emploi des suites collaboratives Microsoft. On est tout, amusez-vous à calculer votre adhérence à Excel. Je pense que vous ne serez pas déçus. Encore Word, on peut arriver à s'en sortir. Les mails, à la limite, mais il n'y a pas beaucoup d'ergonomie dans les alternatives. Bon, moi j'aime bien les solutions alternatives de mail françaises, mais putain, c'est absolument pas ergonome. J'adore toutes les messageries très régaliennes, là, tous les trucs. Bon, c'est bien, mais c'est pas ergonome, le mic. Parce que quand je veux me cacher, je préfère être sur Signal que sur Tixeo ou autre chose. Voilà. Non, du coup, il y a ce sujet-là. Peut-être que du coup, et puis moi je pense que là aussi, trop souvent, les experts de la sécurité parlent aux experts de la sécurité et la cyber est en discussion, en oubliant que finalement, qui représente le client final, c'est le DSI et c'est la DSI. Même si le RSSI est en dehors de la DSI, pour des tas de raisons, moi je suis partisan d'avoir un DSI en dehors, c'est quand même le DSI qui est capable de parler avec les métiers, c'est le DSI qui doit être le conseiller stratégique de son COMEX, et quand un COMEX qui ne connaît pas grand-chose se retourne pour savoir trouver quelqu'un qui est capable de parler, d'expliquer en mots simples, mais c'est le DSI, c'est pas le RSSI. Le RSSI, il est dans une fonction une fonction un peu différente d'expertise, même si c'est extrêmement important. D'où aussi, pour vous, je pense, un besoin d'efforts, y compris de vocabulaire, pour aller expliquer à vos COMEX toute cette complexité de votre milieu qui est dans une course technologique avec des API partout, qui va être bouleversé par le quantique, qui va être bouleversé par des tas de choses, en leur disant que le côté stratégique, les risques que l'on prend, à la fois cyber, mais pas que cyber, parce qu'il y a des risques juridiques, il y a des risques dans tous les sens, ils sont à tel et tel et tel endroit. Et si moi j'ai un message important, c'est à vous de faire un pas vers vos COMEX, c'est à vous d'adapter votre langage. Et voilà, une des premières crises cyber que j'ai vécues, voilà, j'ai eu le sous-chef opération des armées qui est arrivé, qui était devant moi, et je lui dis salut, salut Didier, voilà, donc il y a ça. Il me regarde, c'est quoi tes lignes d'opération? Une d'opération. Je lui parle du numérique, c'est passionnant, on va perdre tel truc, tel endroit, dans telle production. Non, c'était une ligne d'opération, c'est quoi? Très bien, tu m'as expliqué ta conduite d'opération, mais ça, je te fais confiance, et toi, c'est ton problème. C'est quoi les étapes d'après? Comment tu prévois les cas non conformes? Et c'est quoi les conséquences pour moi dans le monde réel? Le tout dit dans un langage compréhensible par un colonel de fantassin de Légion. Voilà. Sauf que le colonel fantassin de Légion, dans cette cellule, il fait de la crise tous les jours de tout type. Et moi, je suis, en tant que cyber, qu'une crise particulière. Donc c'est à moi de m'adapter. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et je suis prêt à répondre à vos questions. Donc je suis tout à fait dans le timing et j'ai même rattrapé le retard. Bon, c'est édifiant, hein. Faites pas trop de cauchemars. On va passer aux questions-réponses. On a 10 petites minutes questions-réponses. Qui veut s'y coller? Qui ose? Allez. Qui ose? Ah. Ça marche très bien, ça. Bonsoir. Allô? Vous parlez de notre adhérence à tous ici. Excel, c'est évidemment, et bon, toute la suite Office, évident. Mais moi, je me pose la question de l'adhérence du gouvernement aux solutions américaines. Non, mais là, en plus, mon nom a été assez cité dans les affaires Microsoft, dans lesquelles j'ai jamais eu de responsabilité particulière, mais je me suis fait piéger par, Élise Lucet. Le ministère des Armées, oui, on est totalement adhérent à Microsoft, mais on n'a pas donné de données. On est adhérent à Excel parce que c'est utilisé dans les tas d'endroits. Voilà, bon, maintenant il y a prescription, et pourquoi on est passé vers un contrat cadre avec Microsoft?
C'est parce que on avait quand même des tas de logiciels pirates craqués dans tous les coins et qu'on a négocié un excellent tarif remarquable avec Microsoft qui a permis d'avoir des prix. Puis deuxième chose, c'était l'époque Sarkozy. On nous a enlevé 20% de bougies et 20% de personnel par an. Et qu'en même temps, il fallait rationaliser. Donc on avait créé une DSI groupe à partir des X DSI qu'on avait. Et puis la DSI groupe devant rendre harmoniser tous les systèmes d'information. On est monté chez Microsoft et c'est tout. Parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix et que voilà. Donc on a acheté du Microsoft dans tous les coins et on s'est remis et voilà. On a eu. Je veux dire que, comme ça s'appelle, financièrement, c'était la solution de très loin la plus efficiente et la plus cohérente dans le contexte dans lequel on était. Vous ne pouvez pas nous demander de casser des bateaux, de casser des régiments, de casser des avions et de financer des choses qui existaient par ailleurs. Logiciel libre. Essayez dans votre structure, ça marche quand on a 2000, 3000 personnes passionnées. Voilà, quand vous passez à 270 000 personnes, vous avez quand même du mal à avoir ça, ou vous payez très cher. Et puis voilà, on a fait des expériences utilisant des sociétés françaises de logiciels libres. Il n'y en a aucune qui dépassait les 5000. On a perdu des millions d'euros. Je ne peux pas dire des noms, mais voilà. Donc les solutions en logiciels libres des années 2000, 2010, des années 2010, ça passe pas à l'échelle, ça n'a pas la puissance de calcul, malheureusement. Voilà. Effectivement, quand on a regardé comment sortir, quand on a quand même regardé comment il fallait qu'on sorte de Microsoft, qui s'est payé plus, le truc qui est rédhibitoire, c'était l'adhérence à Excel. Je crois qu'on avait estimé à 300 millions d'euros le coût de sortie, mais surtout le coût de formation des personnels. Et c'est ça la limite, à partir du moment où on a mis le doigt dans ce genre de système qui marche très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a probablement dans cette affaire de sortie des solutions comme Sens, comme Bleu ou d'autres qui permettent de trouver un espèce voilà, j'utilise la technologie, par contre mes données sont sous le cadre juridique français, et c'est aussi aux partenaires américains d'avancer. Typiquement, Microsoft avait des solutions déconnectées, ils les ont testées en Chine. On a discuté pas mal avec eux pour les mettre en Europe, mais Microsoft n'a pas envie de les mettre. De toute façon, ils s'en foutent. Soit ces solutions déconnectées vont marcher, et puis le modèle économique ne sera pas évident parce que je ne vois pas de sociétés qui seront payées, j'en sais rien, X% plus heureux. Et soit ce truc ne marche pas, de toute façon, les gens resteront chez eux. Donc il n'a aucun intérêt à ce que ça marche. De toute façon, Google, à mon avis, qui est le challenger, a intérêt d'avoir des solutions qui marchent. Voilà, donc c'est pour ça que ça va. C'est pas si simple que ça, quoi. Voilà. Mais du coup, ça demande probablement avoir des réflexions sur vos architectures pour trouver les endroits où on y reste. Et je protège, je mets en sécurité mes données. Après, il y a des façons aussi de se défendre. L'autre chose, c'est est-ce que je mets de l'américain partout ? Est-ce que j'ai pas besoin de mettre des points de mesure où je mets de la cyber française ? Une donnée d'EDR, typiquement, une donnée d'EDR, ça donne tout sur votre réseau. Donc si votre donnée d'EDR est sous le cadre juridique américain, c'est un peu emmerdant. Donc des EDR français ou des EDR, il y en a. Ou alors vous pouvez avoir des EDR américains avec les données hébergées quelque part ou chez vous, pour garantir que cet accès à la donnée est protégé. Voilà. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir pour savoir où sont vos risques, parce que ça vient encore complexifier vos travaux d'architecture qui sont déjà bien compliqués. Voilà, mais c'est pour ça qu'on rentre dans un espèce d'électrochoc dont les solutions ne seront pas simplistes, voilà. Et ça sera, je pense, un puzzle de différents types d'architecture, plus ou moins accessibles dans les quelques années. D'autres questions ? Oui, par ici. Bonsoir à toutes et à tous. On parle en ce moment de construire une Europe de la défense en réaction, même si ça fait des années qu'on en parle, mais ça s'est un peu accéléré en réaction à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Selon vous, où est-ce qu'on en est actuellement dans l'Europe de la cyberdéfense ? Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle fonctionne ? Et quel serait son avenir à court, moyen, long terme ? Elle n'existe pas plus qu'ailleurs. Si vous voulez, j'irai vous répondre sur le côté de la cyberdéfense militaire, dans lequel il y a un volet défensif et un volet offensif.
Le volet offensif, c'est quelque chose que l'on partage pas. On peut, pourquoi? Parce que ça partager du volet offensif, ça donne des indications sur votre niveau de capacité, donc aussi sur votre niveau de défense. Donc on peut se partager des cibles, disant voilà, dans telle opération, telle entité c'est traité par les Français, telle entité c'est vrai. Donc ça, oui, ça existe. Des nations qui ont des capacités offensives réelles, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous avez les Français, vous avez les Britanniques, les Allemands, il n'y en a quasiment pas, de toute façon ce n'est pas une armée d'emploi. Vous avez des petites nations comme les Néerlandais, comme les Danois. Voilà. Donc après, il faut regarder derrière aussi ces capacités, est-ce que vous êtes prêt à les employer? Donc là où vous trouvez les gens qui les emploient, c'est les nations qui ont fait des opérations. Donc le côté aujourd'hui dans la défense française, moi j'ai été intégré au centre de planification de préparation du CPCO, et dans tous les plans d'opération, on les regarde. Donc ça c'est le volet offensif, bien sûr, j'ai laissé de côté les Américains. Voilà, après, quand vous êtes sur le volet défensif, vous pouvez partager du renseignement, partager de l'alerte, ça, il n'y a pas de difficulté, ça se passe. Par contre, vous protégez vos propres systèmes. Et vous n'allez pas permettre à un Britannique d'aller intervenir à bord de votre porte-avions. Voilà, donc voilà, c'est ça un petit peu les limites. Voilà. Après, vous avez au niveau européen d'excellentes coopérations au niveau des ANSSI, des différentes ANSSI, principalement avec les Britanniques, principalement avec les Allemands. Et quand une société comme Airbus est attaquée, vous avez les différentes agences qui sont de plus en plus habituées à travailler ensemble, parce que faut avoir cette vision globale, cette approche globale. Bon, maintenant, l'Europe, c'est 27 nations. Il y a des nations qui sont plus mature en matière de cybersécurité, et ne le répétez pas, mais en étant un peu iconoclaste, plus vous êtes vers le nord de l'Europe, plus le niveau de maturité est important, plus vous descendez vers le sud, l'est, moins le niveau de maturité est important, et c'est le niveau de maturité numérique. Voilà. Il y a des nations qui sont très performantes, typiquement vous prenez l'Estonie, vous prenez le Danemark, c'est des nations qui sont très performantes, mais elles sont de petite taille. Voilà. Plus on est petit, plus c'est facile à protéger. Mais l'Estonie est très en avance. Et l'Estonie est une nation intéressante parce qu'elle est très au contact des Russes. Savoir qu'en Estonie, vous aviez les universités télématiques russes, parce qu'il ne fallait pas les mettre en Russie, ils les avaient mis juste à côté. Donc c'est pour ça que quand l'Estonie est partie, c'est devenu la première nation européenne numérique, et c'est eux qui ont fondé Skype. Donc vous avez une nation qui est un excellent laboratoire. Mais l'Estonie, c'est 1,4 million, c'est la ville de Bordeaux. Bien, merci. Voilà. Merci beaucoup.